Fin de vie, suicide assisté, euthanasie, ce champ lexical recouvre des réalités et des parcours intimes très différents. Thomas Misraki raconte le dernier soir d'une amie qui a choisi son heure et qui l'a choisi, lui, pour l'accompagner dans ce troublant voyage vers la mort. C'est le grand angle. Thomas Misraki, bonjour. Vous êtes reporter. Le dernier soir est votre premier livre. Et pour votre premier livre, vous abordez la fin de vie, celle d'une amie qui a fait de sa mort un acte militant. Il s'agit de Jacqueline Jankel. Elle était en bonne santé. Elle ne souffrait pas. Et pourtant, elle a décidé de mourir, de choisir sa mort à l'âge de 77 ans. C'était son choix. Est-ce que c'était vraiment une question de liberté ? Est-ce que c'est là la question ? C'était pour elle une question de liberté, la liberté de choix, la liberté de mourir dignement. C'est ce qu'elle voulait faire et c'est ce qu'elle a choisi de faire. Au début, tout était prévu pour qu'elle le fasse en Suisse. Elle s'était organisée pour cela. Et puis finalement, elle a décidé de mourir chez elle, à Paris, parce qu'elle voulait mourir au milieu de ses meubles, de ses bibelots, de ses photos. Et c'était important pour elle parce que c'était une liberté supplémentaire. Le fait de pouvoir dire « je meurs comme je le décide ». Et alors, elle a eu besoin de vous pour l'accompagner dans ce voyage vers la mort. Pourquoi avait-elle besoin d'une présence ? Alors, je crois qu'elle avait besoin de personne. On s'était dit, elle m'avait demandé quelques mois, quelques années même avant sa mort, de l'accompagner le jour où elle déciderait de partir. Et je lui avais dit oui. Encore une fois, ça devait se faire initialement en Suisse, donc dans des conditions tout à fait organisées. Et le soir où elle a décidé de mettre fin à ses jours, moi je rentrais d'Ukraine. Je l'ai appelée pour avoir des nouvelles, sans me douter évidemment de ce qu'elle allait me dire. Et elle m'a dit, c'est ce soir, est-ce que tu viens ? Je lui ai répondu, après avoir hésité un tout petit peu, mais je lui ai répondu que évidemment je serais là. Et je suis allé chez elle. Et d'abord, je lui ai demandé où elle était, parce que je pensais qu'elle aurait pu être en Suisse. Elle m'a dit non, je suis à Paris chez moi. Et je l'ai retrouvée chez elle et on a passé ce dernier soir ensemble. Voilà, le dernier soir, c'est les dernières heures de cette vie. Et vous, pour avoir assisté à sa mort, vous risquez une peine de prison. Qu'est-ce que vous risquez en droit français ? Écoutez, de ce que l'on m'a dit, parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, je risque... Vous saviez que vous risquiez ? Oui, je savais que je risquais plusieurs choses. D'abord d'être condamné pour non-assistance à personne en danger. Et puis voilà, en écrivant ce livre aussi, certains pourraient estimer que c'est une promotion du suicide, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. N'encourage personne à faire cela. Il n'y a aucun prosélytisme dans ce livre. Je raconte juste une soirée entre amis, une soirée qu'on a passée ensemble, un dernier soir. Mais c'est moi ce que je raconte surtout, c'est une relation, c'est la vie. Plus que la mort. Ce que je raconte, c'est la raison pour laquelle cette personne que j'appelle Sylvie dans le livre a décidé de faire ce choix. Elle aimait la vie au point de ne pas vouloir la vivre autrement. Et c'est ça qui est important. Et alors vous aussi, vous avez fait ce choix. Mourir à 75 ans, c'est la limite que vous vous êtes donnée. Pourquoi 75 ans ? Parce que 75 ans, j'espère y arriver sans trop de problèmes. Être en forme, comme on dit, c'est-à-dire être en pleine possession de mes moyens intellectuels et physiques, et que la mort, c'est quelque chose qui fait peur, et moi qui me fait peur énormément. Évidemment que j'ai peur de la mort, évidemment que j'ai peur c'est pour la conjurer, de quitter cette vie, mais je veux pouvoir décider en mon âme et conscience et en toute lucidité du moment de ma mort. Et donc, pour faire cela, il faut se dire qu'on part peut-être un peu plus tôt qu'un peu plus tard, parce que quand on commence à avoir peur, qu'on est en mauvaise santé, qu'on commence à avoir des petites polypathologies liées à la vieillesse, eh bien on hésite. Et moi, cette hésitation, je n'en veux pas. Donc j'aurais peur, probablement, mais je me suis fixé cet âge-là pour ça. Est-ce que vous vous êtes donné la possibilité ou la chance de revenir sur cette décision ? Est-ce que, juste pour savoir quel peut être ce cheminement ? Alors Jean Paulhan disait, et j'adore cette phrase, « Je veux vivre jusqu'à ma mort ». Et moi aussi, je veux vivre jusqu'à ma mort. Je veux profiter de la vie jusqu'à ma mort. Évidemment, 75 ans, c'est une date qui pourra évoluer. Celle de Sylvie a évolué. Elle a été repoussée de 2 ou 3 ans parce qu'il y a eu la Covid, parce qu'elle a eu un petit-fils qui est né, et que donc elle a repoussé le moment de sa mort. Donc ça pourra aussi m'arriver. J'imagine, je ne sais pas, bien malin, celui qui sait ce qui se passera dans 23 ans, mais l'objectif, en tout cas, c'est de partir en pleine conscience.
Qu'est-ce que ça a changé, ce compte à rebours dans votre quotidien? Rien du tout, je n'y pense jamais, je ne parle jamais de la mort. Moi, je suis un amoureux de la vie. Je parle de la mort sur ce plateau ce soir avec vous parce que vous m'invitez, parce que j'ai écrit ce livre. Mais cette histoire, encore une fois, c'est l'histoire de la vie, celle de Sylvie qui était extraordinaire. Moi, je ne parle jamais de la mort. Ceux qui me connaissent savent depuis des décennies ce que je veux faire. Je l'ai dit, on m'a posé la question, j'ai répondu honnêtement. Mais je ne change rien à ma vie. Moi, ma vie, elle est formidable. Alors, une majorité de Français se déclarent en faveur du suicide assisté. La société est prête, mais pas le législateur, pas le droit. Comment vous analysez ce décalage entre la société et la législation? Ça vous rappelle quelque chose, peut-être? Ça vous rappelle toutes ces lois, ces grandes lois sociétales qui ont fait la France ces dernières décennies. Souvent, les gens, les personnes, la population est prête avant le droit, avant les politiques, souvent frileux pour des raisons évidentes, ils ont envie d'être réélus. Selon les derniers sondages qui existent en France, plus de 80% des Français sont pour des lois autorisant ou permettant une forme de fin de vie, euthanasie, suicide assisté. Alors attention, il y a quelque chose qu'il faut bien spécifier, ce dont je parle dans le livre et cette loi que moi j'aimerais voir dans les semaines ou dans les mois qui viennent se former et être débattue au Parlement, ce n'est pas exactement la même chose. Mais évidemment que les Français sont prêts à pouvoir décider de leur destin, à pouvoir aussi demander, pour ceux qui sont malades, de maladies irréversibles et incurables, à partir avant de souffrir. Mais comment demander aux législateurs ou au droit d'autoriser le suicide assisté lorsqu'une personne est en bonne santé? Ça pose véritablement la question des limites, où est-ce qu'on les met? C'est autre chose. Moi, ce que je demande, c'est d'abord qu'il y ait une loi en France qui autorise soit le suicide assisté, soit l'euthanasie pour les personnes qui, encore une fois, sont atteintes d'une maladie irréversible ou incurable. Il y a une loi qui existe déjà. Il y a la loi Leonetti qui existe. Oui, alors, je ne sais pas si vous vous êtes renseigné sur la question, mais si vous vous êtes renseigné sur la question, vous savez que cette loi est loin d'être parfaite. Alors, ça a été un premier pas, et peut-être est-ce qu'elle a contribué, cette loi, à faire bouger les consciences, et c'est tant mieux. Mais ce que demande aujourd'hui... Elle est très contraignante, cette loi. Oui, ce que demandent les Français quand on leur pose la question sur leur perspective, sur ce qu'ils pensent qu'une bonne loi ou un bon accompagnement de fin de vie serait, c'est vraiment un accompagnement comme ça existe en Suisse, en Belgique, en Espagne, dans la quasi-totalité des pays du Nord, même dans les pays du Sud. L'Italie est plus avancée que nous, la Grèce est plus avancée que nous. Donc, on devrait pouvoir aujourd'hui avoir le choix, quand on est malade, quand on n'a pas d'espoir de s'en sortir, quand on est atteint de la maladie de Charcot, d'un cancer incurable par exemple, de décider du moment de sa mort de s'éviter des souffrances, d'éviter des souffrances à sa famille. Ça, pour moi, je pense que c'est capital. Pour ce qui est des gens en bonne santé, c'est à chacun de pouvoir considérer, je pense, mais ça c'est mon point de vue personnel, ça n'a rien à voir avec la loi qui pourra ou pourrait être débattue dans les semaines qui viennent, c'est à chacun de considérer ce qu'est la vieillesse. À partir de quel moment la vieillesse devient une maladie irréversible et incurable? Les polypathologies dont on parlait tout à l'heure, généralement, de ce que l'on sait, quand on vieillit, après on meurt. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt, vous, à supporter physiquement, psychiquement, psychologiquement? Ça, c'est à chacun de faire son choix, évidemment. Mais cette loi pose déjà des jalons, dit on peut faire une déclaration écrite et dire à son médecin je veux mourir, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Ça existe déjà. Vous savez, depuis que ce livre est sorti il y a une petite semaine, oui. Je reçois des dizaines de témoignages, parfois écrits. Les gens viennent me voir dans la rue, ils m'interpellent, je reçois des messages aussi écrits et chacun, et c'est incroyable, me raconte son histoire. Ceux qui ont aidé leurs parents à mourir, ces médecins qui ont aidé les parents à mourir, la volonté de chacun. Moi aussi, j'ai envie de pouvoir décider, me disent beaucoup de gens, et c'est incroyable. Moi, j'avais pas imaginé le nombre de personnes qui s'étaient posé ces questions-là et qui voulaient faire en quelque sorte ce que Sylvie a décidé de faire. Donc, se donner la mort, c'est encore tabou. Bah bien sûr, c'est l'un des plus grands tabous en France. La mort, ça reste un tabou. Le suicide, c'est un tabou, évidemment. Mais encore une fois, il faut bien différencier ce qui est suicide, un suicide dépressif, un suicide tragique, de ce dont on parle ce soir. Ça n'a rien à voir, évidemment.
mais la mort, ça reste l'un des plus grands tabous en France. Alors, vous parliez d'euthanasie. D'ailleurs, en France, on ne veut pas, le législateur, les politiques ne veulent pas utiliser ce terme. On préfère plutôt parler d'aide active à mourir. Ce sont des euphémismes qui cachent beaucoup de réalités différentes, vous venez de le dire. Mais il y a des pays qui pratiquent l'euthanasie depuis très longtemps. On a parlé de la Belgique, des Pays-Bas, Canada, Espagne. Mais ce qui est troublant dans ces pays, c'est l'inflation des euthanasies depuis le vote de ces lois. Par exemple, en Belgique, ouais, c'est 750% de nombre d'euthanasies depuis le vote en 2002. Alors, on part de zéro. Donc, par la force des choses, quand vous calculez les pourcentages comme ça, 750%, ça paraît complètement énorme. L'année dernière, 3000 euthanasies en Belgique. Ça représente moins de 2 fois le nombre de personnes qui sont mortes, par exemple, à cause du tabac. Il y a eu une augmentation ces 2 dernières années pour 2 raisons. Vieillissement de la population et Covid. Voilà. Mais le nombre de personnes qui se font euthanasie en Belgique, qui se font euthanasie en Suisse, 1 millier, je crois, l'année dernière en Suisse, est stable depuis des années et des années. Ces lois n'ont jamais, dans tous les pays qui ont décidé de les voter, déclenché ce que vous appelez une inflation de la mort. Ce n'est juste pas vrai. Enfin, factuellement, ce n'est pas vrai. Il y a un autre souci, c'est qui, pour pratiquer ces actes, pour le suicide assisté, par exemple, pour l'euthanasie, il y a beaucoup de praticiens qui refusent de le faire. Alors, c'est vrai en France, il y a le monde médical réfrène. Oui, voilà. Absolument. Même mais si ça se passe sous le manteau, il faut bien le dire. Est très réfractaire, mais c'est le cas au Canada aussi, à tel point qu'au Canada, par exemple, les pompes funèbres sont autorisées à euthanasier. Alors, là, encore une fois, ce sera un débat français, j'espère qu'il aura lieu dans les semaines ou dans les mois qui viennent, mais c'est pour ça qu'il faut une loi. C'est pour ça qu'il faut un encadrement. En Belgique, par exemple, pour prendre cet exemple, parce que la plupart des gens qui se font euthanasier, qui sont français, qui se font euthanasier, partent en Belgique. C'est pour ça que j'utilise cet exemple. Il y a beaucoup de gens qui partent en Suisse aussi, mais en Belgique énormément. Pourquoi la Belgique particulièrement ? Tout simplement parce qu'on parle français. Très bien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En Belgique et en France, on doit avoir des lois qui protègent le corps médical. Et c'est pour ça qu'il faut ces lois. Qu'il y ait un encadrement qui protège d'abord les personnes, au premier chef, leurs familles, les soignants, ceux qui décident d'euthanasier. Vous savez, en Belgique, tout le monde n'euthanasie pas. Il n'y a que quelques médecins qui le font et qui ont accepté de le faire. Tous les médecins, vous ne pouvez pas aller dans un cabinet médical en demandant je vais être euthanasié, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des comités, il y a des psychiatres qui vous suivent, il y a des médecins, vous les rencontrez à plusieurs reprises, on évalue vos dossiers, on regarde, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc tout ça, ce cadre-là, il est nécessaire en France pour protéger tout le monde, pour éviter des drames. Et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la mort fait partie de la vie et qu'ils ont un droit de regard sur ce qui va leur arriver. À quel âge vous vous êtes dit « je veux décider de ma mort » ? Comment cette idée est arrivée ? Alors, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, si vous voulez une petite anecdote, c'est que j'étais avec une fille pendant 15 ans. Je l'ai rencontrée jeune, elle était jeune aussi, etc., etc. Et quand elle a entendu parler du livre, on se parle toujours, et elle m'a dit « c'est marrant, tu m'en parlais déjà ». Et j'avais 20 ans à l'époque. Et moi, vous ne vous en souveniez plus ? Non, j'avais complètement oublié cette anecdote-là. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que je voulais maîtriser ma mort parce que peut-être que j'avais peur de souffrir, parce que j'avais peur de me voir dépérir, parce que je voulais pas terminer dans un EHPAD, parce que je voulais que ceux que j'aime et ceux qui m'aiment me quittent comme j'étais et pas comme j'allais devenir. Voilà, donc toutes ces raisons font que moi j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose. Je suis membre de la DMD depuis l'association pour le droit de mourir dans la dignité depuis 5-6 ans. J'ai toujours considéré que c'était quelque chose qui était important. Encore une fois, ce qui est très important, et plus que tout, c'est de ne pas faire de prosélytisme. Moi, je n'engage personne ou je n'encourage personne à faire ce choix-là. Chacun fait ce qu'il veut. Je respecte les convictions religieuses, sociales, sociétales. Justement, la religion est un frein aussi, par exemple, Bien sûr. à ce suicide assisté. Sauf erreur de ma part, le suicide est interdit dans les 3 principales religions monothéistes et dans d'autres religions aussi. Et c'est très bien, mais encore une fois, moi, je ne suis pas pour cette représentation de la mort, elle est aussi très liée aux religions. Oui, et en Occident, on a peur de la mort. Et la mort est quelque chose de triste. Ce n'est pas le cas dans toutes les cultures, vous le savez mieux que personne. Donc,
Ça, c'est une perception historique, sociale qu'on a tous, moi y compris. Mais ça n'empêche pas que moi, je pense que, me concernant en tout cas, et je dis ça avec le sourire, vous voyez. Et vous êtes venu avec un pull noir. Bah oui, mais parce que ça passe bien à la télé, voilà, pour tout vous dire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, l'invité du Grand Angle, Thomas Misraki, le dernier soir. C'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Place maintenant.